Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à ceux qui nous revoient en replay. Alors, on a lancé cet atelier il n'y a pas très longtemps, donc effectivement, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous connecter, mais ça servira pour ceux qui le reverront. Vous pouvez le revoir en replay parce que si vous avez des questions, que vous êtes en live, n'hésitez pas à les poser tout au fil de la présentation. Et pour ceux qui revoient ça en replay, vous pourrez mettre un commentaire ou me contacter directement. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'une question qui revient régulièrement auprès de nos clients. Et faut-il attendre une baisse des taux d'intérêt pour acheter sa résidence principale? Alors on va essayer de répondre à cette question-là ce matin. Pour ça, on va traiter différentes problématiques. On va voir les taux d'intérêt, comment ça marche, où on en est déjà, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Nous verrons aussi ensuite le marché de l'immobilier. Après avoir regardé l'impact d'une baisse, je vous montrerai quel est l'impact d'une baisse réelle sur le budget d'achat, sur le coût du crédit immobilier. Et on regardera aussi le marché de l'immobilier sur la zone frontalière. J'ai quelques chiffres qui pourraient être intéressants pour vous montrer un peu la tendance, là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que les taux d'intérêt ont grimpé? C'est intéressant de voir ça, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis enfin, je vous donnerai aussi mes perspectives là, par rapport au marché de l'immobilier sur la zone frontalière, pour vous expliquer un peu comment je vois évoluer les choses. Et enfin, je vous apporterai, on fera une conclusion, donc on reprendra un peu les principaux éléments de cette présentation, puis quelques recommandations qui n'engagent que moi, mais qui n'engagent que nous sur l'évolution et la stratégie à adopter pour un achat immobilier. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Christophe Chevassus, je suis courtier en crédit immobilier depuis 14 ans maintenant. Donc j'ai créé la société Monto.com. Monto.com, on est basé sur la zone frontalière, donc en Haute-Savoie, et on traite du financement. On est courtier en crédit immobilier. On est partenaire historique de toutes les banques régionales locales. Pour ma part, mon parcours professionnel, avant de faire ça, j'étais responsable du financement des PME, crédit personnel et leasing pour la Banque cantonale de Genève. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Avant, j'étais chef d'agence à la Banque cantonale de Genève à Lancy. Et encore avant, j'ai fait des hypothèques pour UBS. Et encore avant, j'étais responsable d'agence auprès du Crédit Agricole des Savoies, avant d'avoir été conseiller pro. Donc en gros, ça fait 50 ans que j'habite sur la zone frontalière, une trentaine d'années dans l'activité des crédits. Et donc ça me permet cette expérience et aussi l'âge. L'avantage de l'âge, c'est que ça permet d'avoir un peu d'expérience. Et cette expérience me permet d'avoir un peu de recul et me permet d'analyser un peu la situation sur la zone. Voilà. Alors, le programme tel que je voulais annoncer, il est là. Tac, tac. Voilà. On va le faire avancer comme ça. Donc, on va parler de l'évolution des taux d'intérêt. On regardera les fonctions, le fonctionnement des taux et les prévisions. Je vous parlerai aussi de l'impact d'une baisse de taux sur le coût d'un crédit immobilier. On verra comment on peut lire ça. L'évolution et les perspectives du marché de l'immobilier frontalier. Et enfin, conclusion et quelques recommandations. Ce graphique illustre l'évolution des taux des crédits immobiliers sur la zone frontalière Genève, parce que si on prend sur la zone Pontarlier ou le Doubs, le Jura, c'est un petit peu différent, mais là on parle de Genève, le bassin lémanique. En, en bleu, vous avez les financements en euros à 20 ans, avec le bleu foncé, c'est les taux mini, le bleu clair, c'est le taux moyen. Et puis inversement, en rouge, c'est les taux des prêts en francs suisses. Donc vous voyez, cette courbe, c'est la courbe qu'on tient nous à notre niveau par rapport à nos calculs des barèmes, des dossiers qu'on traite depuis 9 ans. Donc on voit que depuis début 2022,
les taux remontent de manière assez spectaculaire, mais on constate une première baisse depuis le début de l'année avec un ralentissement il y a plus de hausse, il y a une baisse des taux d'intérêt qui est enclenchée. Alors elle est quand même assez importante et elle est amorcée. Alors ce qu'il faut aussi signaler, c'est que dans le même temps, on a eu aussi toute cette période de l'automne là, de 2022 et toute l'année 2023, on a eu un problème pour sortir des dossiers de financement à cause du taux d'usure qui avait été mis en place par nos autorités et qui fait qu'on n'arrivait pas à sortir des dossiers parce que les taux montaient trop vite alors que le taux d'usure montait plus doucement. Donc voilà. Donc bon, on voit que la baisse, elle est annoncée. Donc c'est déjà mieux d'emprunter maintenant que d'emprunter au mois de septembre ou au mois d'octobre l'année passée. Les taux actuels, on les retrouve ici. Ça, c'est aussi issu de notre comparatif que vous pouvez retrouver sur notre site monto.com. Donc, vous retrouvez les taux des prêts en francs suisses et les taux des prêts en euros. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on se rapproche de 3. On n'est encore pas tout à fait en dessous de 3, mais on est aux alentours de 3, 3,10 sur les prêts en francs suisses sur 25 ans, sur les meilleurs dossiers. Meilleur dossier, ça dépend des profils des banques, hein. Donc, meilleur dossier, pour info, c'est des gens qui ont un apport important, qui ont des revenus importants et ou, ça dépend des banques. Et le taux moyen, c'est ce qu'on peut s'attendre à voir en moyenne pour un dossier assez classique. Donc, un apport, 10% plus les frais, voilà, on est à peu près dans cette tranche-là de financement. Et pour les prêts euros, donc on est redescendu aussi, on est repassé maintenant sous la barre des 4% pour les meilleurs dossiers. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup d'écart, vous voyez, entre les taux à 25 ans et à 15 ans. Et les taux à 25 ans et à 15 ans, que ce soit en francs suisses ou en euros, il n'y a pas énormément d'écart sur le taux. Donc ça, c'est les taux d'intérêt actuels. Donc ces taux d'intérêt, en fait, l'idée, c'est de voir comment ils fluctuent. Donc, pour vous expliquer, je vous ai fait comment ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un lien entre les taux des crédits immobiliers, les banques traditionnelles, hein, qui vous financent, et la banque centrale. En fait, ça remonte. En fait, les banques centrales définissent des taux d'intérêt. On va voir après pourquoi, hein, quel est leur rôle. Ces taux d'intérêt, ils vont impacter le marché pour le refinancement des banques, parce que les banques, quand elles vous prêtent de l'argent pour faire un crédit immobilier, elles ne prêtent pas leur argent. Elles prêtent de l'argent qu'elles ont dans leur livre, c'est-à-dire une partie de l'épargne de leurs clients, ou elles vont se refinancer sur des marchés. Et elles se refinancent sur des marchés en fonction des taux qui sont définis par les banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne et la BNS. Et donc, comme les taux d'intérêt entre la Banque centrale européenne et la BNS ne sont pas les mêmes, c'est pour ça qu'on a aussi un écart entre les taux des prêts en francs suisses et les prêts en euros. Donc, la Banque centrale, elle définit un taux d'intérêt qui va impacter les marchés. La banque, elle va se refinancer sur les marchés et donc elle va acheter l'argent. Donc, on se base essentiellement sur un indicateur. Pour l'euro, c'est ce qu'on appelle l'OAT 10 ans, c'est les obligations assimilables du trésor à 10 ans. Et ensuite, elle revend cet argent aux clients emprunteurs, donc pour faire un crédit immobilier avec une marge. Voilà. Et plus elle intègre ses coûts de fonctionnement, etc., etc., etc. Donc en fait, les taux, ils varient en fonction de plusieurs paramètres, mais notamment le plus important ces dernières semaines, c'est le taux des banques centrales. Et donc les banques centrales, quel est leur rôle? Alors, les banques centrales, elles ont un rôle, leur mission. Donc on va dire que les banques centrales, c'est des organismes indépendants. Ils sont indépendants des États, officiellement. Et ils sont indépendants des États, mais euh, ils sont indépendants des États, mais les banques centrales, elles ont pour mission de maîtriser l'inflation et de relancer la croissance. Donc en fait, c'est un peu
un peu comme dans une voiture, elles peuvent soit freiner l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, soit stimuler la croissance en baissant les taux d'intérêt. Plus on baisse les taux d'intérêt, plus il y a d'acheteurs potentiels, plus ça coûte moins cher. Plus on monte les taux d'intérêt, moins il y a d'acheteurs potentiels et ça fait baisser les prix. Voilà. Et ben c'est typiquement ce qu'on a connu parce que depuis, on va voir maintenant que en fait les banques centrales, elles ont joué un rôle pour lutter contre l'inflation. Hein, donc l'inflation, on la retrouve sur ce graphique. Ça, c'est le taux de l'inflation de la zone euro entre 2007 et 2024. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on était entre 4 et 0, voire en négatif. Il y avait de déflation sur la zone euro. Et puis, d'un seul coup, il y a eu, post-Covid, une hausse très forte de l'inflation. Alors, à quoi elle est due? Elle est due que cette hausse de l'inflation, elle est liée au fait qu'il y a eu beaucoup de liquidités. En fait, les banques centrales, pour relancer l'activité économique, elles ont fabriqué beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie, donc elles ont mis beaucoup d'argent en circulation. Et donc, du coup, les acheteurs étaient nombreux sur le marché, ça a fait monter les prix. Et donc, on se retrouve avec des prix qui montent, qui montent, qui montent en flèche. Hein. Donc, vous voyez, c'est pour toute la zone euro. On pourrait après le détailler par pays, mais donc on a eu une inflation de 11%. Alors, ça baisse, mais vous voyez, voilà, on a des petits à-coups là. Donc on n'est encore pas complètement redescendu là où on était par le passé. Et donc en fait, pour contrer cette inflation, la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt. Donc on va le voir ici. Donc ici, je vous ai mis en parallèle le même graphique que celui qu'on vient de voir, à savoir le taux d'inflation annuel de la zone euro. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment. Et dans le même temps, les obligations assimilables du Trésor, donc les emprunts d'État. Et vous voyez, donc on avait des taux d'intérêt qui étaient négatifs et il y a eu une forte remontée des taux d'intérêt pour compenser, pour faire baisser, l'inflation. En fait, donc plus les taux d'intérêt montent, par exemple, si vous avez une maison, si vous voulez vendre votre maison, peut-être qu'à des taux d'intérêt à 1%, il y a peut-être 50 acheteurs. Si vous avez des taux d'intérêt à 4%, peut-être qu'il n'y a plus que 2 ou 3 personnes qui peuvent l'acheter, parce que leur capacité d'emprunt, elle ne jouera pas. Donc ça fait baisser les prix. Donc voilà, donc comprendre ce mécanisme, c'est on monte les taux d'intérêt pour freiner l'inflation. C'est ce qu'on constate, mais l'inflation reste quand même soutenue et elle n'est encore pas tout à fait au niveau, parce que les objectifs c'est 2%, donc on n'y est encore pas tout à fait. Et c'est pour ça que dans les prochaines, dans les prochaines semaines, on va voir ensemble ce qui va se passer. Ici, je vous ai mis l'évolution des emprunts d'État. Donc, comme je vous le disais, ça c'est les emprunts, c'est l'argent sur les marchés que les banques achètent à 10 ans. En fait, c'est l'État français, quand il achète à 10 ans, combien il paye l'argent. Ça sert un peu d'indicateur du coût de refinancement. Donc là, on a un graphique sur 5 ans, et donc on voit que les taux d'intérêt ils ont monté, c'est redescendu un petit peu, et ça s'est remonté. À nouveau, on est aux alentours de 3. Donc ça veut dire que quand une banque vous fait une proposition de financement à 10 ans à 3,4% ou 3,5%, ça veut dire que elle a une marge de 0,4 ou 0,5 pour couvrir un peu ses frais et payer son personnel, payer, et puis assurer le coût du risque, le risque en cas de défaut de paiement. Voilà. Donc on voit cette hausse. Là maintenant on va voir, ça c'est pour la Suisse, hein, puisque vous avez compris qu'entre la France et la Suisse, on n'était pas sur les mêmes on n'est pas sur les mêmes paramètres, hein, puisqu'on a une banque centrale d'un côté qui est la Banque centrale européenne, et puis de l'autre côté la Banque nationale suisse qui pilote les taux d'intérêt. Alors la Suisse, c'est à noter que eux, ils ont déjà enclenché une baisse. Donc c'était fin mars. Il y a eu une baisse sur les taux directeurs. Mais vous voyez, ici, la courbe qui nous intéresse, donc pour comparer avec les obligations de la Confédération à 10 ans, c'est les rendements. Pardon, pour comparer les rendements des obligations de la Confédération, donc c'est quand la Confédération helvétique emprunte à 10 ans, par rapport à l'OAT 10 ans qu'on a vu précédemment. Donc vous voyez, il n'y a pas eu significativement de baisse de taux pour le moment. Donc on reste à un niveau aux alentours de 0,8 pour un financement à 10 ans sur le franc suisse. Donc
les taux baissent, les taux ont baissé. Donc ça, c'est vrai. Alors les perspectives, elles sont quoi? Pour le moment, ça flottait pas mal là, ces dernières semaines. Donc la BCE a annoncé une baisse de taux pour début juin. Cette baisse de taux, elle devrait être relativement limitée parce qu'ils n'ont pas une grande marge de manœuvre parce que l'inflation est encore bien présente. Et donc cette baisse de taux, elle sera peut-être de 20 à 25 centimes. Est-ce qu'il faut en attendre d'autres? Peut-être. C'est pas vraiment sûr parce que comme ça dépendra un peu de l'évolution de l'inflation. Si l'inflation vraiment venait à s'écraser, ça pourrait avoir un impact pour relancer l'économie. Par contre, il faut attendre encore un petit peu. Il n'y a pas vraiment de certitude sur le sujet. Autant en début d'année, il y avait beaucoup d'indicateurs qui laissaient penser que ce ralentissement de l'inflation pourrait générer une baisse des taux massive. Autant depuis quelques semaines, c'est un peu plus modéré. Donc, que ce soit pour l'euro ou pour le franc suisse, on en est un petit peu là. À noter que, et on en refera peut-être un atelier là-dessus, qu'au niveau de la Suisse, la banque, en baissant ses taux d'intérêt, la BNS, elle a pas eu d'impact sur les taux des emprunts. Par contre, elle a eu un impact sur le taux de change, puisque du coup, les investisseurs, ils ont vendu du franc suisse pour acheter de l'euro. C'est ce qui fait que le franc suisse baisse un peu en ce moment. Et ça favorise un peu l'économie suisse. Voilà. Mais on refera un atelier sur le sujet là dans les prochaines semaines. Là, j'ai prévu de vous expliquer l'impact des taux d'intérêt sur le taux de change. Donc, est-ce que ça va monter? Non, a priori pas. Est-ce que ça va baisser? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on a beaucoup de baisses en 2024? Pas sûr, probablement pas. Peut-être plus en 2025. Donc voilà. Donc dans le contexte actuel, on peut s'attendre peut-être à une baisse dans les prochaines semaines de 0,10, 0,20, mais ça ira à mon avis pas beaucoup plus bas. Donc, moi je voulais vous montrer maintenant l'impact que ça pouvait avoir. Alors j'ai fait un petit graphique pour vous montrer pour un prêt de 100 000. Donc après, en fonction du projet, il suffit de multiplier par le coefficient. Si c'est pour 200 000, multiplié par 2, c'est pour 300 000 par 3, etc., etc. Donc sur ce graphique, vous retrouvez pour un prêt de 100 000. Alors, si celui qui veut compter en francs suisses compte en francs suisses, celui qui compte en euros, c'est la même chose. Et enfin, c'est pas la même chose, mais les calculs sont les mêmes. Et vous voyez, je vous ai mis en bleu si on fait un taux à 2,9%, donc en francs suisses, un taux à 3,1, c'est à peu près les niveaux de taux actuels. Donc ça vous fait un écart de mensualité pour 100 000 de 10 euros par mois. Ça veut dire que pour 500 000, ça fait 50 euros par mois. À 3,70, on est à 511 euros par mois et à 3,90, on est à 522. Donc en gros, ça, c'est à peu près les taux francs suisses, et puis ça, c'est plutôt les prêts un peu en euros, au mois de mai 2024. Hein. Donc, et en fait, on a un écart. Donc, on voit ici, en fonction dans le temps, l'écart total. Donc, vous voyez, le, le prêt, bon, il ressort pas tout à fait, là, le prêt à 3,7, ça nous coûte 53 000 sur 25 ans pour 100 000 empruntés. À 3,10, ça vous coûte 43 828 et à 2,9, ça vous coûte 40 000. Donc ça veut dire si on constate une baisse de 0,20, ça fait une économie sur 25 ans de, en gros, 3 000 euros pour 100 000. Donc ça veut dire que si c'est 500 000, ça fait 15 000 euros sur toute la durée du prêt. L'écart, évidemment, il est plus faible sur une durée sur 20 ans et il est encore plus faible sur 15 ans. Et évidemment, sur 8 ans, il est beaucoup plus réduit. Alors pourquoi je vous ai mis 8 ans? Parce que 8 ans, c'est la durée de détention moyenne d'un bien en France. C'est même un petit peu moins, c'est aux alentours de 7 et quelques. Et en fait, pourquoi? Ça veut dire que ça permet aussi de relativiser l'écart, parce que l'écart de coût, il est aussi à relativiser dans le temps. Par exemple, alors pourquoi c'est 8 ans? Parce qu'il y a des gens qui achètent des appartements, par exemple, un jeune couple qui va acheter un T2 ou un T3, il va pas le garder toute sa vie, le jour où il y a des enfants, etc., il va le revendre pour en acheter un nouveau. On a aussi les divorces, parce que malheureusement, il y a aussi un dossier sur deux qui s'arrête au bout de 7-8 ans parce que les gens se séparent et qu'il faut revendre. Puis après, dans notre région, il y a aussi, on le sait, des mouvements de population massifs avec des expats
nombreux expats qui sont dans les organisations internationales ou dans les multinationales sur la zone frontalière qui bougent beaucoup. Et donc, du coup, les durées de détention elles sont même plus basses. Hein. Donc, oui, un écart de taux. Après, il faut le prendre en compte. Donc, ça veut dire que si vous attendez une baisse de 0,10, ben, vous ferez potentiellement, sur toute la durée du prêt, une économie de 3 000 euros pour 100 000. Ça veut dire pour 600 000, ben, 3 fois 6, 18 000 euros sur toute la durée du crédit, si vous allez au bout des 25 ans. D'accord? Donc, un premier achat, si on doit se positionner sur un T2 ou un T3 pour un premier achat, ou si on achète une maison pour quelques années, ben, en fait, l'impact du surcoût, le gain, il se fait surtout là, entre 8 et 15. Donc voilà l'économie potentielle qu'on peut générer. Donc, toujours pour revenir dans le thème de notre question, là, est-ce qu'il faut attendre donc cette baisse? Donc, on a vu que ça faisait une économie. Après, si c'est 20 centimes, ben, vous voyez qu'elle est quand même relativement modeste et là, il faut prendre en compte l'impact du temps. Maintenant, il faut aussi prendre en compte une autre donnée, c'est que la hausse des taux d'intérêt, elle a aussi, elle impacte la capacité d'emprunt des ménages. Donc, on pourrait se poser la question si la capacité d'emprunt des ménages est impactée par cette hausse de taux, qu'est-ce que ça donne sur le marché de l'immobilier? Qu'est-ce que ça donne sur les prix? Est-ce que les prix baissent compte tenu du fait de la hausse des taux? Alors, euh, là, je vais vous partager des chiffres de l'évolution du marché de l'immobilier en Haute-Savoie. Donc, c'est des données meilleurs agents et notaires INSEE. Donc, c'est plutôt assez sérieux cette publication. Ici, on a l'évolution de l'indice des prix. Donc, on est sur la Haute-Savoie. Donc, pour la Haute-Savoie, pour les appartements, et ici pour les maisons. Et en fait, on voit que malgré la hausse des taux d'intérêt, bah, il se passe rien, quoi. Donc, les prix ne baissent pas. Les prix ne baissent pas. Alors, ils montent même moins vite, peut-être, et ça, c'est sûr. On voit que la hausse, elle est surtout depuis 2003, hein, l'entrée en vigueur des accords bilatéraux. Mais il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de baisse, ou très légère. Vous voyez, sur les 3 mois, là, il y a moins 0,7. Donc, c'est vraiment minime. Et maintenant, j'ai regardé pour le département de l'Ain. Alors, le département de l'Ain, c'est un peu, autant la Haute-Savoie, elle est peut-être un peu plus proche de la réalité, même s'il y a les stations qui peuvent impacter. Mais pour le département de l'Ain, je dirais que les prix sont quand même forts. Il y a le PayJex et puis il y a le reste du département. Donc on peut peut-être pas analyser les choses de la même façon. Donc là, oui, il y a une baisse sur un an, moins 5%, mais vous voyez, il n'y a pas une chute des prix de 20 ou 30%. Hein. Donc c'est resté quand même assez fort. Pour les maisons, bah, en l'occurrence, pas de baisse. Ça continue de monter même dans le département de l'Ain. Donc en fait, les prix de l'immobilier ne baissent pas. Les prix de l'immobilier ne baissent pas. Et maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, je vais vous donner mon point de vue sur qu'est-ce qui va se passer sur le marché de l'immobilier. Euh, Compte tenu de la situation économique de la Suisse, à savoir que bah, un pays qui est peu endetté, il y a une dynamique économique qui reste assez forte. Ils ont un problème de pyramide des âges parce qu'ils ont des papy boomers là, qui partent à la retraite, donc ils ont un fort besoin de main-d'œuvre. Et qu'ils n'ont pas en interne. Donc, ils vont être obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Quand on tient compte aussi des difficultés d'accéder à la propriété en Suisse, il y avait un article il n'y a pas très longtemps sur la tribune de Genève qui faisait sortir qu'il y avait que seulement 5% de la population genevoise qui pouvait accéder à la propriété. 5%. Vous voyez, c'est un peu. Donc ces gens-là, s'ils veulent devenir propriétaires et de surcroît d'une villa, notamment pour les familles, ils n'ont pas d'autre solution que de venir en France. Il y a aussi un autre impact, c'est ce que demande l'État, la zéro artificialisation des sols. C'est-à-dire qu'ils veulent plus augmenter les surfaces constructibles. C'est aussi une volonté locale, hein, donc le plan local d'urbanisme, des communautés de communes là, qui cherchent à densifier les centres-villes. Donc on va plus agrandir sur les zones de culture, mais on va densifier les centres-villes. Ça veut dire on va raser de la villa pour faire des constructions verticales et densifier donc les centres. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de possibilités de construction, plus difficile d'acheter des maisons. Il y aura de moins en moins de maisons. C'est aussi une volonté du gouvernement, hein, puisqu'on le voit encore récemment. Là, ils ont supprimé le prêt à taux zéro pour les maisons. Donc voilà, on voit clairement dans quelle direction les choses partent.
Donc pour compenser le besoin de manœuvre, on a une migration de population, parce que la zone frontalière, elle reste super attractive pour ceux qui travaillent en Suisse. Et puis j'ajouterai à ça une capacité d'emprunt des Suisses et des frontaliers qui reste forte parce qu'ils ont un niveau de revenu, quand vous avez un couple de personnes qui ont des salaires suisses, même si l'immobilier est cher par rapport à d'autres régions en France, ils ont quand même des niveaux de revenus qui sont bien supérieurs. Donc ils ont une capacité d'emprunt qui reste forte. Et il y a aussi, parce que comme les taux d'intérêt ont un peu, comme ça coûte plus cher d'emprunter, pour limiter le coût du crédit, on va apporter plus. Et comme on a la possibilité d'utiliser la LPP, on voit que la capacité d'emprunt de nos clients frontaliers, elle est pas vraiment limitée. Donc il n'y aura pas de chute de prix. Il ne faut pas attendre pour attendre une chute de prix. On peut attendre éventuellement pour étendre une baisse de taux. On a vu l'impact tout à l'heure, mais il ne faut pas attendre pour que les prix baissent. Les prix ne baisseront pas. Les prix, je pense même qu'ils vont continuer de monter. Jusqu'où, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va continuer de monter. Il n'y aura pas de baisse de taux. Il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix. Et donc, dans ce contexte, on arrive déjà à la conclusion. Ben oui, ça fait 25 minutes. Donc, la conclusion, c'est qu'à court terme, une baisse des taux modérés. Moi, je dirais 2024, 0,20, 0,30 de baisse, peut-être sur 2024. Première baisse au mois de juin. Peut-être qu'on aura une suite à l'automne. Un marché de l'immobilier qui reste tendu, compte tenu de ce qu'on vient de voir, beaucoup de demandes. Donc, ça veut dire que euh, c'est compliqué de trouver un bien. Moi, je travaille pas mal sur le PageX. Je vois sur le secteur de Prefsin pour trouver une maison, c'est devenu complètement fou. C'est compliqué. Il y a un paramètre à prendre en compte aussi, c'est que les banques, elles sont complètement ouvertes à financer, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une année en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un an en arrière, voire il y avait que 3 ou 4 banques qui étaient prêtes à prêter. Là, elles sont ouvertes à financer, donc elles sont à nouveau en concurrence, donc on arrive à négocier quand même des choses. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte dans votre réflexion, c'est votre loyer actuel. C'est sûr que si vous avez un tout petit loyer, vous pouvez peut-être attendre un peu. Mais si vous avez des gros loyers, il faut pas trop hésiter à passer le cap. Et je dirais, vous l'avez vu, la durée de détention du bien et l'impact sur le coût total du crédit. Si vous achetez pour 7-8 ans, vous serez moins impacté. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'attendre, hein, surtout si vous avez un loyer fort. Euh, C'est une bonne idée. Pour moi, acheter maintenant, c'est une bonne idée parce que il y a un peu moins d'acheteurs que par le passé. Les gens sont un peu justement dans cette période d'attente. Donc, il y a une capacité d'emprunt. Donc comme il y a moins d'acheteurs, il y a une capacité à négocier un petit peu. J'avais une discussion l'automne passé là, avec des agents immobiliers qui m'expliquaient que avant la hausse des taux d'intérêt, quand un bien valait 100, ils le mettaient en vente à 110 et il était vendu 108. Aujourd'hui, avec la hausse des taux, il est mis en vente à 100 et il est vendu à 95. Vous voyez, il n'y a pas un gros impact. Et puis c'est surtout, si vous avez trouvé la maison ou le logement qui vous convient et que ça rentre dans votre budget, foncez. Attendez pas. Si ça rentre dans votre budget, allez-y, achetez. Et puis, par contre, il y a quand même une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le futur, si les taux devaient baisser, vous aurez la possibilité éventuellement de renégocier votre crédit, soit avec votre banque, soit en faisant racheter votre crédit. Donc ça veut dire qu'en achetant maintenant, vous allez profiter d'un certain attentisme du marché de la part des vendeurs et d'une moindre concurrence à l'achat, parce que ce qui est sûr, c'est que si les taux d'intérêt doivent baisser en 2025, déjà vous aurez payé du loyer pendant une année, donc ça c'est un coût. Et puis d'autre part, il y aura peut-être encore plus de monde pour acheter, donc ça veut dire que les prix de l'immobilier risquent de remonter. Donc là, on a vu que c'était plutôt stable. Donc moi, je trouve que la période est extrêmement favorable pour acheter. Alors, c'est certain qu'il faut faire coïncider la capacité d'emprunt avec l'objet. Mais pour moi, cette période est super favorable, à mon avis, pour passer à l'achat. Voilà la présentation.